From Clarisons, based in the Atelimex building, in the heart of the beautiful city of Antananarivo, the Dr. Rita Clarence Show! Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien et je suis contente de vous retrouver sur notre page et je remercie toujours tous mes abonnés sur la page de Dr Rita Clarence. Comme vous le savez très bien, nous avons un invité très spécial aujourd'hui, en la personne de professeur La Latina, Mam La Latine, Angiamanarivo. Bonsoir. Bonsoir professeur. Bonsoir Rita. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous allez très bien? Très bien et très ravi de pouvoir partager ce moment avec vous et vos abonnés. Merci professeur. Je tiens tout d'abord pour commencer à présenter le professeur Mam La Latine Angiamanarivo. Comme vous le savez très bien, il a été ministre de la Santé il y a quelques années et il a un poste très important à l'hôpital Joseph Rwanganje Laval. Il est le chef de service de la chirurgie pédiatrique et comme formation, il a pas mal de diplômes et il est diplômé de plusieurs universités à travers le monde, dans Paris 6, Montemorelos de Mexique. Donc, vous parlez espagnol? Je parle espagnol. Super. Donc, il est donc chirurgien plastique. Il fait de la chirurgie plastique et reconstructrice, diplômé de Paris 6. Il est chirurgien généraliste, donc il a fait de la chirurgie générale. Et il a fait de la chirurgie pédiatrique et c'est un chirurgien agréé internationalement par l'opération Smile. Voilà. Et comme intervention notable, peut-être que vous vous rappelez de Magag et Malat, Niti et Fiti. C'était les Siamois que le professeur et son équipe de la chirurgie pédiatrique ont séparé. Et donc, nous avons un invité qui est très réputé, je dirais ça. Et on est très honorés de le recevoir. Merci. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai omis quelques points, professeur? Juste peut-être de dire que pendant à part ces multiples formations que vous venez de citer tout à l'heure, il a eu aussi d'autres stages effectués aux États-Unis. Super. Notamment dans le domaine de la chirurgie réparatrice et plastique. La chirurgie réparatrice et plastique. Et non, parce que ici, on est là pour connaître un peu mieux le professeur. Donc, il parle couramment l'anglais et l'espagnol. ¿Cómo estás, professeur? Muy bien. Je parle pas espagnol. Hein? Muy bien. Et il parle aussi anglais. Et peut-être je veux parler un peu espagnol. Estoy muy contento para hablar con vosotros. Qu'est-ce que ça veut dire, professeur? Professeur. Professeur. Ok, alors, donc, à ma connaissance, c'est un grand sportif également. Et il est vraiment, c'est pas un amateur de la pêche, mais c'est un grand fan de la pêche. Et comme sport préféré, vous aimez surtout le basketball? Oui, et le foot aussi. Et le foot. Donc, oui, il adore aussi le foot.
Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour sur la carrière, le début du professeur. Et il y a un étudiant en médecine qui voudrait savoir, professeur, comment vous avez fait pour atteindre cet objectif de devenir chirurgien plastique? En fait, Comment on fait? En fait, pour le cursus de formation pour devenir chirurgien plasticien est vraiment différent d'un pays à un autre. Dans les pays francophones en général, c'est un cursus assez long. Et dans les pays anglophones, c'est un cursus très très court. Mes amis plasticiens, esthéticiens par exemple, ils ont seulement une formation de 5 ans de chirurgie générale, 2 ans de chirurgien plastique, et ils sont chirurgiens plasticiens. Il y a certains aussi qui, tout de suite, chirurgiens plasticiens, pendant 5 ans. Et à Madagascar, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que nous avons commencé par la chirurgie générale tout d'abord. Après la chirurgie pédiatrique. Et c'est ainsi qu'on a commencé par la chirurgie plastique et reconstructive. Donc c'est plus ou moins assez lent comme étude. Donc j'espère que ça a répondu à la réponse de Fitaïn. Il faut donc passer à la chirurgie générale, puis la chirurgie pédiatrique et la chirurgie réparatrice et reconstructrice. Non, voilà. c'est pas forcément, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est différent d'un pays à un autre. En Israël, par exemple, parce que j'ai des amis israéliens aussi, c'est juste tout de suite la chirurgie plastique. Après quelques semestres de chirurgie générale, eh bien, ils font tout de suite la chirurgie plastique. Mais d'autres font la chirurgie générale d'abord, et puis chirurgie plastique après. Donc la chirurgie réparatrice est aussi englobée dans cette chirurgie plastique et reconstructrice, ou c'est vraiment différent, professeur? En fait, la chirurgie plastique, je vais expliquer un peu brièvement ce que c'est la chirurgie plastique. La chirurgie plastique englobe tout ce qui est esthétique, englobe tout ce qui est reconstruction. En fait, la chirurgie plastique, c'est changer un état d'un patient. La reconstruction, tout d'abord, c'est par exemple, il y a quelqu'un qui était accidenté, qui a les membres complètement broyés, complètement détruits. Il faut des greffes de la peau, il faut des lambeaux de remplacement de muscles. Et ça, c'est vraiment la reconstruction. Et il y a par exemple aussi les cancers, le cancer du sein. On enlève le sein des malades, on est obligé de remplacer. Ça, c'est reconstruction. Par une prothèse. Ça, c'est la reconstruction. Des malades qui sont atteints du cancer de la peau, au niveau de la face, on enlève le cancer, on fait une reconstruction. C'est la chirurgie plastique. Mais ça, c'est une partie. Mais une partie également de la chirurgie plastique, c'est vraiment l'esthétique. L'esthétique, c'est-à-dire les gens qui n'aiment pas parce que leur nez, par exemple, ou les oreilles décollées, ou les poches au niveau des paupières, ou les fentes un peu gonflées, si vous voulez. Et ça, c'est vraiment l'esthétique. Ils veulent changer leur état, si vous voulez, esthétique. Et ça aussi, c'est une partie de la chirurgie plastique. Donc, en un mot, la chirurgie plastique englobe tout ça. C'est-à-dire que ça soit reconstruction, que ça soit esthétique. Voilà, j'espère que vous avez compris l'explication du professeur. Donc, la chirurgie plastique, c'est la chirurgie plastique. Donc, la chirurgie esthétique, la chirurgie reconstructrice et réparatrice, tout ça, c'est dans la chirurgie plastique. Voilà. Mais peut-être, je veux ajouter quelque chose. En fait,
La vraie chirurgie plastique, la majorité, je dirais, les activités les plus importantes en chirurgie plastique, ce sont les reconstructions. Les gens qui sont, par exemple, qui perdent leur droit lors d'un accident de travail, les gens qui sont complètement défigurés, qui ont besoin d'être reconstitués, leur visage. Ça, c'est la plus grosse activité de la chirurgie plastique, à part l'esthétique. Oui, en parlant de ça, il y a une question d'une dame, Miuran. Si la phalange distale au majeur du doigt est sectionnée, y a-t-il un moyen de créer une prothèse à Madagascar? En fait, les prothèses des membres, ça existe déjà. Il y a les centres d'appareillage de Madagascar qui font des prothèses. Donc, il y en a déjà des Malgaches qui savent le faire, que ce soit des prothèses au niveau des pieds, de remplacement, donc les malades qui ont perdu leurs pieds, les mains aussi. Il y a des prothèses de mains à Madagascar, mais sinon, à l'étranger, les prothèses deviennent de plus en plus sophistiquées. Pourquoi? Parce que ce sont des prothèses, je dirais, entre guillemets, robotisées. Ouais. Donc, de plus en plus intelligente, si on peut dire ainsi. Surtout au Japon, n'est-ce pas? Toujours dans cette foulée, professeur, donc à Madagascar, est-ce que vous avez déjà effectué un changement, une intervention de changement de sexe? Parce qu'il y a une question aussi par rapport à ça. En fait, le changement de sexe, ce que vous voyez dans les réseaux sociaux et tout ça, surtout dans les pays asiatiques, il y a des gens qui viennent là-bas pour changer de sexe, et il y a beaucoup qui le font. Mais ici à Madagascar, c'est pas tellement un changement de sexe, mais il y a par exemple, je prends vraiment carrément un exemple concret. Il y a quelqu'un que nous avons opéré, parce que nous effectuons ça assez régulièrement, je dirais. Il y a quelqu'un qui était né avec ce que nous appelons ambiguïté sexuelle. L'hermaphrodisme. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, mais habituellement, quand ces gens-là, ces malades-là naissent, ils ont l'apparence d'un garçon. Et c'est pendant la période des règles, c'est là qu'ils se rendent compte que ce sont des filles, c'est une fille. Et il a beaucoup de cas comme ça que nous avons opérés. Mais c'est vraiment bisexué. Ils ont un appareil génital masculin et un appareil génital féminin. Et c'est le cariotype, c'est un examen effectué même malheureusement en France encore, mais même l'Institut Pasteur n'a pas encore cet examen. Mais ils peuvent envoyer en France. On fait le prélèvement ici, on fait l'examen à l'Institut Pasteur, et c'est envoyé en France. Il faut attendre à peu près 1 mois ou 2 mois pour avoir le résultat. Donc c'est le cariotype qui détermine si c'est un homme ou c'est une femme. Et donc, imaginez un peu le cas que je venais de citer tout à l'heure, qui a survécu comme garçon jusqu'à l'âge de 18 ans. Et c'est là qu'il se rend compte, après ses examens, que c'est une femme. Et à ce moment-là, nous effectuons des interventions chirurgicales vraiment pour le transformer, parce que en fait, c'est là, c'est pour le transformer en femme vraiment. Et on le fait ça à Madagascar. Donc, vous avez déjà pas mal de patients qui ont été opérés. Oui, il y a pas mal de patients qui ont été opérés dans ce domaine. Super. Donc, nous allons continuer parce que la chirurgie esthétique en France
et même aux États-Unis, dans tous les pays développés, la chirurgie esthétique coûte très cher, nous le savons très bien. Et à Madagascar, est-ce que c'est donc faisable? Et est-ce que ce sera moins cher ou bien le prix restera le même qu'à l'étranger? Vous savez, hein, la chirurgie plastique, comme toute chirurgie, hein, c'est de l'expérience, ce sont des pratiques et tout ça. Et je peux vous dire que c'est vraiment faisable à Madagascar, c'est faisable à Madagascar. Et bien sûr, comme dans les pays qu'on appelle les pays qui font le tourisme médical, qui font l'esthétique, on parle de plus en plus de tourisme médical. Il y a des gens qui savent par exemple que c'est moins cher dans tel pays. Ils viennent là-bas pour se faire opérer. Et c'est moins cher. Dans ces pays-là, c'est moins cher. Et à Madagascar, c'est bien sûr que ça va être beaucoup moins cher qu'en France ou en Europe, par exemple. Oui, je me suis renseignée là-dessus. Effectivement, en Tunisie, par exemple, mettre des prothèses mammaires coûte dans les environs 6 000 €. Et pourtant, en France, c'est très cher. Donc, est-ce que vous avez une petite fourchette par rapport au prix à Madagascar? Non, je ne peux pas vous dire une fourchette. Hein. C'est pourquoi? Parce que les prothèses mammaires, particulièrement, ça coûte cher, mais surtout, les prothèses mammaires, il a plusieurs dimensions. Donc, on achète C'est très variable. C'est très variable. Et il y a aussi la d'abord qualité. les marques, différentes marques, mais d'une façon générale, s'il y a des marquages qui s'intéressent vraiment pour les prothèses mammaires et les fournisseurs pharmaceutiques qui sont distributeurs de ces produits peuvent aussi être intéressés par Madagascar. Et par rapport à la chirurgie esthétique, donc, il y a des contre-indications ou pas? Parce que est-ce que tout le monde peut se faire opérer d'une intervention pour une chirurgie esthétique? C'est une question de tout malade. Non, comme toute chirurgie, hein, il y a des contre-indications. Il y a des malades, par exemple, qui ont des tares. Ça veut dire des maladies préexistantes qui sont incompatibles à la chirurgie. Par exemple, ceux qui ont des problèmes cardiaques majeurs, peu importants, mais aussi le diabète qui est mal équilibré, déséquilibré, tout ça. Mais une chose ici, c'est vraiment, je dirais, l'ennemi de la chirurgie plastique, ce sont les cicatrices kéloïdes. Les cicatrices kéloïdes, c'est-à-dire les mauvaises cicatrisations. Hein, vous avez certainement vu déjà les gens qui étaient vaccinés à la naissance, qui avaient des cicatrices énormes après. Ça, ce que nous appelons les cicatrices kéloïdes. Imaginez un peu, on fait l'esthétique et ça devient des cicatrices kéloïdes. Tout ça, donc, et c'est pour cette raison, quand on fait une chirurgie plastique ou esthétique, il y a une visite pré-anesthésique, une consultation. Comme dans toutes les chirurgies, une consultation très, très avancée, je dirais, pour éviter tout ça. Et une question un petit peu pertinente. En fait, à Madagascar, on est un pays très croyant. Il y a des réserves par rapport à la chirurgie esthétique parce que, effectivement, on change l'aspect d'une personne qui n'est pas satisfaite de son corps. Et est-ce que religieusement, est-ce que la chirurgie esthétique est contre la création, je dirais? Est-ce que la chirurgie esthétique est contre la création parce que la personne n'est pas satisfaite? Donc,
Que pouvez-vous répondre à cela, professeur? Effectivement, la Bible nous dit que Dieu nous a créés bons. Dieu a créé l'homme bon. Dieu a créé l'homme beau, la femme belle. Mais vous savez, hein, au fur et à mesure de l'évolution, les conditions sont différentes. Et les conditions actuelles ne sont pas les conditions d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a le stress, il a les conditions, l'environnement environnemental et tout ça qui entraînent des déformations, qui entraînent je dirais des insatisfactions physiques de l'homme. Et c'est là la place de la chirurgie esthétique. Moi, je ne pense pas qu'il y a une contradiction. Mais de toute façon, la chirurgie esthétique, l'esthétique, c'est par rapport à la chirurgie en général. La chirurgie en général, c'est il faut opérer parce qu'il a un appendicite. Et la chirurgie esthétique, c'est un choix personnel de la personne d'avoir un nouveau visage, par exemple. Il faut être à l'aise dans sa peau. S'il y a quelque chose de disgracieux sur nous, c'est sûr qu'on sera intéressé par l'esthétique. Voilà. Exactement. Merci, professeur. Une autre question. Actuellement, Mada, est-ce que vous faites déjà des injections de Botox pour les rides ou pour les rides et pour les lèvres également? Moi, personnellement, je ne fais pas ça. Mais je sais qu'il a des gens qui font ça. À Madagascar? À Madagascar. Mais ce que nous faisons, ce sont les blepharoplasties, c'est-à-dire les chirurgies au niveau des paupières. Parce qu'ils utilisent la toxine botulinique et il y a beaucoup de précautions et il y a des ratés. Hein. J'en ai vu pas mal sur de toute façon, c'est comme tout, on ne peut pas dire des ratés, mais il y a des ratés toujours. Hein. Même en chirurgie l'injection de Botox, l'injection de tout ce qui est ces injections, il y a toujours des ratés. Mais pour dire que c'est... On ne peut pas généraliser tel problème, par exemple d'esthétique. Il faut une technique précise. Mais tu peux pas dire, on peut pas dire on va faire injection de Botox partout. Mais il y a vraiment des indications comme toute la chirurgie. Merci, professeur. Il y a une question de Harvey Louandianagiv. Il demande, ma foi, un cancer avec une chirurgie esthétique? Non. Non, parce qu'effectivement, ça sauve même. Hein. Vous avez parlé d'enlever... non, ça... Ah oui. Une partie peut-être que nous ne connaissons pas, c'est les névus, les névis cutanés, que nous appelons beauté, grains de beauté. Et ces grains de beauté noirs qui se trouvent au niveau du visage, moi je dis bien les gros grains de beauté au niveau noir, au niveau de la face, pourraient se transformer en cancer. Et il faut les enlever quand on a ça. C'est vraiment la chirurgie. C'est la chirurgie esthétique qui enlève ça, et puis pour éviter le cancer. Voilà. Et encore une question, professeur, une dernière question, avant qu'on clôture cette émission. Est-ce que la chirurgie esthétique réduit l'espérance de vie? C'est une question de Shamsi. Non, pas du tout. Au contraire, lorsqu'on fait vraiment l'esthétique, c'est dans un but de rajeunir. Ah oui. C'est dans un but d'avoir un look jeune. Oui, mais l'espérance de vie à Madagascar... non.
Ça n'a rien à voir avec l'espérance de vie. Donc, Au quand contraire, on meurt. vous savez que la vieillesse, c'est un état d'esprit. Hein. C'est un état d'esprit. Quand on se sent vieux, On devient vieux. On devient vieux. Mais quand on se sent bien dans la peau, on devient jeune. Et l'esthétique peut aider dans ce sens. Le fait d'avoir un visage jeune, ça pourrait aider pour avoir une bonne espérance de vie. En parlant de ça, vous ne trouvez pas que le professeur, il a vraiment l'air jeune, vu tous ces cursus-là, et je sais qu'il a 5 enfants et plusieurs petits-enfants, et lui, il est toujours aussi, il fait toujours du sport. Et comment vous faites pour vous maintenir comme ça? Parce que c'est vraiment, je dirais pas agréable à voir, c'est mon père. Hein? Donc je dirais qu'il n'est pas mal du tout. Alors quel est votre secret, professeur? En fait, pour un de mes patrons, quand je faisais ma spécialisation, me disait un jour, si vous voulez être un grand chirurgien, si vous voulez rester un grand chirurgien, il faut faire le sport. Donc c'est la plupart des grands chirurgiens, les chirurgiens, ils sont sportifs. Pourquoi? Parce que pour pouvoir rester, quand on fait par exemple une abdominoplastie avec un lifting combiné, hein, parce qu'il y a des malades qui font comme ça, on doit rester 8 heures au bloc opératoire. On doit rester 8 heures au bloc opératoire. Et imaginez quelqu'un, un chirurgien, qui n'a pas de force pour rester 8 heures. Eh bien, au bout de quelques jours de chirurgie, il va tomber malade, il aura des problèmes après. Donc le sport, c'est très, très important. Mais aussi de se nourrir sainement. De boire beaucoup d'eau. 2,5 litres d'eau par jour, au moins. Et de se nourrir correctement. Merci d'avoir partagé ces secrets, professeur. Et j'espère qu'on a répondu à notre thème. La chirurgie esthétique a-t-elle un avenir à Madagascar? Donc, pour répondre à cette question, j'ai demandé au professeur les perspectives de la chirurgie esthétique à Madagascar. D'abord, je dirais que la chirurgie esthétique a beaucoup d'avenir encore à Madagascar. Et ça va commencer. Et j'aimerais être vraiment un des pionniers de ça. Je sais qu'il y a de chirurgiens malgaches qui l'ont fait également. C'est d'être un des pionniers de la chirurgie esthétique, vraie chirurgie esthétique à Madagascar. Et parce qu'il a beaucoup de perspectives d'avenir. Il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent. Avant, on n'a pas de matériel encore, mais maintenant nous avons des matériels, on a des matériels. Avant, il avait des problèmes d'infrastructure. Avant, il a déjà quelques établissements hospitaliers qui peuvent faire ça. Et pour dire que la porte est grande ouverte pour un bel avenir de la chirurgie plastique et esthétique à Madagascar. Est-ce que vous connaissez un centre qui a déjà les plateaux techniques pour cette intervention esthétique? Il a déjà quelques centres. Hein. Il y a déjà quelques centres qui présentent qui ont des infrastructures adéquates pour faire ça. Mais de toute façon, il en a. Merci, professeur. Et donc, si vous voulez plus d'informations, si vous avez des questions, si vous avez besoin de consulter le professeur Lalatine, vous pouvez le voir à l'hôpital Joseph Ravangandji-Naval, dans son service, ou sinon à la clinique adventiste Somanjarn également.
Et il peut vous recevoir et vous allez voir, il est très sympathique et il est très gentil. Donc, pour conclure, je vous remercie, professeur. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Je voudrais ajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Vous savez, en parlant d'esthétique, hein, en parlant de chirurgie plastique, une de mes citations personnelles que j'aime beaucoup, qui dit « La chirurgie, c'est l'art de changer une vie ». Ça, c'est très important. Avec la chirurgie, on peut changer la vie. Les gens qui portent, ça c'est vraiment la chirurgie plastique, hein. Les becs de lièvre, les fentes au niveau des lèvres, pendant des années et des années, ils ont eu ça, ils ont vécu ça. Et avec la chirurgie, on change complètement leur vie. Et c'est ça qui est très important aussi dans le domaine de la chirurgie plastique. Et merci beaucoup. Je tiens à remercier le professeur pour toutes ses explications et son partage. Je vous souhaite de réussir encore brillamment dans votre parcours parce que je sais que dans la médecine, la formation est toujours continue, n'est-ce pas, professeur? Ouais. Oui, et je vous remercie également de nous avoir visionnés jusqu'à la fin. J'espère que c'était intéressant pour vous. Et la prochaine fois, nous allons voir un autre thème encore intéressant. Et sur ce, je vous dis au revoir. Au revoir, professeur. Au revoir, Rita. Au revoir à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Merci. Ciao.